pluie diluvienne, de nombreuses familles sinistrées. À titre d'exemple, vous entendrez dans cette édition les résidents de l'immeuble 3 étages, un immeuble situé dans la commune d'Adjamé. 17 mai 2016, ce jour-là, la Côte d'Ivoire obtient un soutien massif des bailleurs internationaux. Plus de 7 500 milliards de francs CFA pour le PND 2016-2020. Ce sera votre éphéméride. Et bienvenue à tous dans cette édition. Pluie diluvienne, de nombreuses familles du district d'Abidjan sinistrées. Illustration dans la commune d'Adjamé où la semaine dernière, la foudre a emporté une bonne partie de la toiture de l'immeuble dit des 3 étages. Ce soir, les résidents, des personnes âgées et pour la majorité à la retraite, crient leur désespoir. Le reportage de Dangui Dangui. Le visage fermé, le regard souvent perdu dans le vide. Les membres de la famille Doumbia, comme la plupart des résidents de cet immeuble, se sont réveillés dans la précarité et l'incertitude. À l'origine de leur malheur, les pluies diluviennes de vendredi dernier, avec leur cortège de vents violents et de foudre. Ces pluies ont détruit une bonne partie de cet immeuble de 3 étages, à quelques pas de la mairie de la commune d'Adjamé, où ils habitent depuis 1963. J'étais avec la famille, on ne s'attendait à rien. Et d'un moment, nous avons entendu un sifflement de vent qui était si violent. Et d'un moment après, j'ai entendu un gros bruit juste chez les voisins, or que c'est la foudre qui tombait là-bas. On était tous grippés à la maison, même l'immeuble remuait. Et après, la pluie a cessé. Une seconde fois, la pluie a recommencé. Et je vois maintenant le toit de ma chambre qui s'est envolé jusqu'à 50 mètres. On voyait dans le salon, on voyait carrément le ciel. Dans l'appartement en face, ce qui reste encore de la toiture donne une idée de la violence des vents qui ont secoué ce vieux bâtiment qui montrait déjà des signes de fatigue. Je ne sais même pas si c'est tourné à quoi, c'est rentré dans le mur. Un coup c'est tombé, ça m'a projeté de l'autre côté. Puis je suis tombée. C'est de là que je suis sortie pour aller chez le voisin. La maison était inondée. Obligés de vivre toujours dans ce qui reste encore de leur lieu d'habitation, les résidents de l'immeuble, plus connu sous le nom de 3 étages, ne savent plus à quel saint se vouer. Nous sommes toujours à la merci de tous les dangers. D'abord, exposés à toute intempérie, on se méfie surtout de l'électricité, qu'il faut, chaque fois qu'il y a des cas comme ça peut faire des électrocutions. On n'a pas de morale vraiment haut. Dès qu'il y a un peu de nuages, c'est fini, on est aux aguets. Je ne sais pas où aller. J'ai mis mes enfants chez les voisins. C'est moi et mon mari qui dormons dans la maison. On vient de prendre un prêt pour pouvoir ranger la maison et puis tout ça, ça arrivé. Donc on ne sait même pas où aller. On ne sait pas comment faire. Nous n'avons pas dormi, on demande chaque fois de nettoyer, d'évacuer l'eau qui coule. Et mes enfants sont éparpillés un peu. Et là, elles sont en période d'examen, ça pose un problème. Pour la plupart des retraités, les résidents de l'immeuble comptent désormais sur le soutien du gouvernement et des personnes de bonne volonté pour sortir de ce cauchemar. On évalue les travaux à faire, c'est vraiment très grand. Pour les personnes retraitées avec qui on vit, les camarades n'ont pas, c'est vraiment dur pour nous. Nous demandons la solidarité de tout et chacun pour habiter ce bâtiment qui est un patrimoine de l'État. Donc c'est ça notre souhait. Seulement attendre de l'aide des Ivoiriens et des autres personnes bien intentionnées pour refaire ce bâtiment. Personnes âgées que nous sommes, tous retraités que nous sommes, avec quels moyens, quelle banque qui peut nous faire confiance aujourd'hui pour nous prêter de l'argent, ce qui n'est pas du tout facile. Donc nous sommes en train de frapper à toutes les portes, que des personnes bien volontaires viennent à notre aide. Frappé par la foudre, secoué par des vents qui ont emporté une bonne partie de sa toiture, l'immeuble 3 étages est désormais une menace pour les nombreuses familles qui y vivent encore, surtout que la saison des pluies ne fait que commencer. Après la pluie, le feu sème le désarroi. Plus de 30 baraques parties en fumée. Le drame est survenu hier à Colombie, un sous-quartier situé aux 2 plateaux. L'incendie s'est déclaré aux environs de 19 h. Des branchements anarchiques auraient provoqué le court-circuit à l'origine de l'incendie. Amadou Walter. Colombie, un sous-secteur du quartier 2 plateaux, est souvent en proie aux incendies. Ce mercredi encore, plusieurs baraques sont parties en fumée.
Selon les victimes, un court-circuit serait à la base de ce feu. Chaque fois derrière ma fenêtre, les filles de courant la prennent feu. Et je crie, personne ne me regarde. Aujourd'hui, à ma grande surprise, je ne savais même pas même. C'est les voisins qui criaient, il y a feu. Je rentre dans ma maison, je ne peux pas. J'étais à la boutique et puis un coup, j'ai entendu cri. Courant a pris feu, courant a pris feu. Donc le temps de quitter à la boutique, arriver chez moi, déjà le feu était déjà arrivé. Il n'a pas pu sauver quelque chose. Avant un bilan plus complet, on n'enregistre aucune perte en vie humaine. Les sapeurs-pompiers invitent les populations à éviter les branchements anarchiques et à adopter de bonnes mesures de prévention. On a pratiquement une trentaine de baraques qui sont parties en feu. Ce qui est important de faire savoir à la population, c'est mettre tout en œuvre pour avoir les bonnes mesures de prévention, tant dans l'installation électrique et toute autre action même dans les cuisines au niveau du gaz. Et aussi avoir un extincteur chez soi pour pouvoir éteindre un départ de feu. Les sapeurs-pompiers des groupements de l'Indénié et de Zone 4 ont collaboré afin de maîtriser les flammes et ramener la quiétude à Colombie aux alentours de 22 heures. D'une commune à une autre, direction Port-Bouët, où les acteurs du secteur de la couture s'organisent. Objectif, résoudre par l'union leurs difficultés, notamment dans les domaines de la formation et de l'encadrement. Doigt des lasers. Georges Assis est couturier de profession. Depuis son jeune âge, il exerce ce métier devenu aujourd'hui source de revenus pour sa famille. De 2005, j'ai laissé la couture à 2016, j'ai repris encore à zéro. J'ai mon magasin, je travaille au moins 2 apprentis actuellement. Georges Assis est passionné du métier de couture, mais ne dispose pas de grands moyens pour étendre son activité. C'est avec seulement 2 machines à coudre et une machine surfileuse qu'il arrive difficilement à satisfaire sa clientèle. Plusieurs couturiers de la commune de Port-Bouët sont confrontés à cette situation de précarité. Le métier nourrit son homme quand tu prends ça au sérieux, mais en période de fête, en tout cas c'est dur. Parce que les rendez-vous, il faut prendre courage. Et puis les rendez-vous, souvent tout est accumulé, donc on fait tout pour satisfaire les clients selon ce qu'on reçoit. Si on peut mettre un projet pour les couturiers ou bien les hommes de métier, en tout cas on va s'y rendre et puis voir ce qu'on peut faire. Pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur métier, les couturiers de la commune de Port-Bouët se sont regroupés en une association. La mission du président élu, Alamadogo Pogo Koulibaly, est d'encadrer les acteurs du métier de couturier en vue de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. D'abord, d'amener tous les couturiers de la commune à la chambre de métier que notre maison met. Et après ça, on cherche maintenant les centres de formation pour encadrer les jeunes. Nous suivons les apprentis. Il faut voir la mairie pour diminuer la patente. L'association des couturiers de Port-Bouët compte déjà plus de 150 adhérents. Un mot de religion, l'église protestante évangélique CMA célèbre sa jeunesse. C'était lors de la journée nationale des jeunesses des églises protestantes. Les jeunes ont été exhortés à marcher sur les traces du Seigneur Jésus. Une journée marquée aussi par une opération grand ménage. Balayage, ramassage d'ordures, curage de caniveaux, opération de salubrité sur le boulevard Alassane Ouattara dans la commune de Yopougon. Les fidèles de l'église protestante évangélique CEMA de Côte d'Ivoire donnent ainsi le coup d'envoi de la journée nationale de la jeunesse de leur église. Je suis très heureux que l'église ait pensé à la jeunesse pour lui dédier cette journée. Je crois que c'est une journée qui est une occasion, une aubaine pour les jeunes de pouvoir démontrer à la face de la nation ce qu'ils valent. L'église CEMA fait spécialement une place à la jeunesse. La preuve en est que chaque fois que nous avons quelque chose, qu'on invite, nos pasteurs, on les sollicite, sont toujours avec nous. Parce que la jeunesse fait l'église tout entière. L'église accorde une place importante à la jeunesse. L'église accorde une place au niveau du conseil d'administration à la jeunesse. Donc la jeunesse fait partie du conseil d'administration de l'église et la jeunesse participe donc aux différentes décisions qui sont prises pour diriger l'église. Représentant plus de la moitié des fidèles, les jeunes occupent une place importante dans les activités de cette église, reconnaissent de nombreux fidèles qui invitent par ailleurs la jeunesse à redoubler d'efforts au service du Seigneur. Nous voulons que les jeunes se comportent
d'une manière digne et simple, et aussi d'une manière, la manière de marcher avec le Christ, la manière de s'habiller, la manière de s'approcher de Jésus et la manière aussi de s'engager dans le mariage surtout. Nous voulons que les jeunes aient une vie de sanctification. Il faut citer d'abord la jeunesse de l'église SEMA qui font beaucoup de choses au niveau spirituel, qui aident la jeunesse à connaître Christ, à avancer. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, notre jeunesse est malade. Donc on a besoin d'une nouvelle jeunesse, une nouvelle mentalité avec Christ. En organisant cette journée nationale de la jeunesse, les responsables de l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire veulent rendre hommage aux jeunes et les encourager à mieux servir le Saint-Esprit. La jeunesse tient une place prépondérante au sein de notre église. L'église SEMA Côte d'Ivoire est une église jeune. Quand bien même qu'il y a des leaders, il y a des patriarches au niveau de cette église, mais cette église regorge beaucoup de jeunesse. Debout encore pour la réalisation des œuvres sociales. Marchons de même pas pour réellement réaliser les œuvres, pour le développement social de l'église. Cette journée nationale de la jeunesse de l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire a été marquée par un culte d'adoration et d'action de grâce en l'honneur de Jésus-Christ. Et en bref, hors de chez nous, ce référendum au Burundi, le pays se prononce sur une révision constitutionnelle en profondeur. Le projet prévoit la création d'un poste de Premier ministre, le passage d'un quinquennat à un septennat. Pour l'opposition, ce texte, s'il est voté, signe l'arrêt de mort de l'accord de paix d'Arusha. L'accord signé en 2000, qui mettait fin à la guerre civile, instaurait un système de partage du pouvoir entre les deux principales ethnies Hutu et Tutsi. Le Ego pour le oui ou le Oya pour le non, le oui au référendum permettra au président Nkurunziza de rester en fonction éventuellement jusqu'en 2034. Pierre Nkurunziza, 54 ans, est au pouvoir depuis 2005. Toujours en bref, elle était la seconde femme à devenir juge en 2015. 3 ans plus tard, Tekber Ment Oudeka va présider le tribunal du travail de Nouakchott. Une femme à la tête de cette instance, c'est une première en Mauritanie. 17 mai 2016, ce jour-là, la Côte d'Ivoire obtient un soutien massif des bailleurs internationaux. Ces derniers s'engagent à soutenir le développement du pays. 7 500 milliards de francs CFA et plus sur la période 2016-2020. Votre éphéméride avec Ami Koulibaly et Dangui Dangui. Le groupe consultatif sur la Côte d'Ivoire s'est réuni à partir du 17 mai 2016 et pour 2 jours à Paris pour tenter de financer le plan national de développement ivoirien pour la période 2016-2020. À l'issue d'une première journée d'échange avec les responsables du pays, dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les représentants d'institutions financières internationales et des grands pays bailleurs de fonds ont promis 15,4 milliards de dollars sous forme de prêts ou de dons, soit près du double de l'objectif initialement affiché par Abidjan. Depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts en 5 mois, le pays a changé totalement de visage. Premier contributeur de ce PND 2016-2020, la Banque mondiale s'est engagée à hauteur de 5 milliards de dollars à travers ses différents organismes de financement. La France, ancienne puissance coloniale et partenaire stratégique d'Abidjan, décaissera un total de 1 milliard et 548 millions de dollars sur la période 2015-2020. Le PND 2016-2020 a été évalué par le gouvernement à un montant global de 30 000 milliards de francs CFA, soit environ 60 milliards de dollars, dont 22,6 milliards de dollars, 38% de projets d'investissement public et 37,4 milliards de dollars, 62% de projets d'investissement privé. Les besoins de financement public étaient fixés à près de 8,8 milliards de dollars, soit 39% des investissements publics selon Abidjan. Ce plan de développement ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 avec une croissance forte de 8,8% en moyenne et comme objectif affiché la réduction de la pauvreté et une meilleure redistribution des fruits de la croissance selon le gouvernement. Il y mettra l'accent sur l'amélioration de la transformation des matières premières agricoles et la diversification de l'appareil productif industriel avec la promotion d'une industrie manufacturière.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Bonne suite de programmes sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.